Bonjour et bienvenue à ce nouvel entretien Art et Société. C'est Catherine Perrin avec vous. Je suis animatrice à Ici Première et chaque fois, c'est un rendez-vous que j'apprécie. C'est un rendez-vous que j'anticipe avec beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, particulièrement en ce début de mois de l'histoire des Noirs. Alors, première réflexion, je ne suis pas de la bonne couleur aujourd'hui. Et pour mon plus grand plaisir, je suis même minoritaire sur scène. C'est très bien comme ça. Je vous présente sans plus tarder les invités qu'on a invités à réfléchir à la question suivante. La représentativité des afrodescendants sur nos scènes et sur nos écrans. Quel progrès? On met un point d'interrogation. On espère qu'on va pouvoir constater qu'il y a certains progrès, mais c'est avec eux que j'ai envie d'en parler. Alors, bonjour Mireille Métellus. Bonjour Catherine. Comédienne bien établie dans le milieu culturel québécois depuis longtemps, donc une de celles qui a du recul pour nous parler de la représentativité. En ce moment, on la voit dans La Candidate et dans Lacaille-nous, dont on va certainement reparler. On dit Lacaille-nous? Lacaille-nous. Lacaille-nous. Oui, merci. Chez nous, chez moi. Chez nous. Notre maison, quelque chose comme ça. Voilà. À ses côtés, Anglèche Major. Bonjour, Anglèche Major. Bonjour. Anglèche Major, qui est comédien et musicien. Il joue, entre autres, en ce moment, vous l'aurez reconnu, dans Stat, Dr. Marc-Olivier Morin. Demandez-lui pas une consultation en sortant, je pense que non, ça ne servira à rien. Mais on l'a vu aussi au théâtre, assez extraordinaire, dans King Dave, la pièce d'Alexandre Goyette qui l'a repris. Vraiment, je dirais que c'est un héros de la pandémie aussi, parce que c'est un spectacle qui a été vraiment victime des délais de la pandémie. On l'a vu aussi dans M'appelle Mohamed Ali au théâtre Katsou. David Lorrain, bonjour. Bonjour Catherine. De la minorité avec moi sur cette scène. Yes. Mais David est ici, il est co-directeur artistique du théâtre DUCEP, qui est en résidence ici à Place des Arts. Et on avait envie qu'il soit là parce qu'on peut dire, on va voir jusqu'à quel point, mais que DUCEP a marqué des étapes assez importantes au cours des dernières années, justement, en termes de représentativité. Et finalement, Émilie Nicolas. Bonjour, Émilie. Bonjour, Catherine. Émilie, qui est chroniqueuse au Devoir, commentatrice, entre autres à l'émission Tout un matin de Patrick Masbourian sur Ici Première, mais aussi conférencière sur des enjeux de politique publique, d'équité, de droits humains, entre autres. Et bien sûr, elle écrit aussi là, à la pige pour plusieurs autres revues, magazines et journaux en français et en anglais. La première chose que j'ai envie de leur demander, c'est aujourd'hui, le fait d'être ici, d'avoir accepté cette invitation-là. Est-ce que vous le faites, je dirais, avec un certain enthousiasme ou beaucoup par devoir? Puis il n'y a pas de bonne réponse. Puis ça peut être intéressant que les deux se mélangent, mais j'aimerais un peu savoir le sentiment qui vous habite devant ce genre de questions-là. Tiens, on va commencer avec Émilie. D'abord, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si c'est enthousiasme ou devoir. Je pense que le mot que je vais choisir, c'est... je le fais avec, disons, authenticité. Je pense que c'est la manière dont j'approche ce genre de sujet-là depuis plusieurs années. Je crois que c'est important d'avoir des espaces, particulièrement dans l'espace public, où on est capable de dire les choses qui sont pas faciles et aussi les bons côtés, puis d'avoir de l'espace dans sa tête pour les deux choses en même temps. Puis je trouve que souvent, lorsqu'il est question de la surreprésentation ou du racisme ou des sujets qui ont rapport avec la race de manière générale, il y a une volonté toujours d'aller dans le positif pour éviter de regarder le négatif. Puis que quand on est dans le négatif, bien là, il faut toujours... Donc, en fait, l'équilibre entre les deux, je pense que de faire authentiquement avec courage, c'est la seule manière dont on peut avoir ce genre de conversation-là de manière productive. Puis c'est comme ça aussi qu'on apprend comme société à être de plus en plus à l'aise avec l'inconfort qui permet la croissance. Et donc, il faut être capable de s'autoriser l'inconfort, de se le permettre par moment. Oui, okay. Et ça s'apprend avec la pratique. Ouais. Donc, je le vois ce soir comme une pratique. D'accord. Collective pour tout le monde ici. On va peut-être tous être appelés à vivre des moments d'inconfort. Ça fait partie de la joute. David Lorrain, enthousiasme, devoir, un mélange des deux ou un autre mot comme Émilie?
Un doux mélange des deux. J'ai surtout hâte d'entendre, en fait, Émilie, Anglèche, Mireille nous dire ce qui a été fait dans les dernières années, avoir leur point de vue sur là où on est rendu. What's next aussi, là, qu'est-ce qui doit venir, c'est quoi les prochaines étapes, juste d'un point de vue de direction artistique aussi. On essaie des choses, c'est pas toujours parfait. Je pense que dans les tentatives qu'on a faites chez Duceppe au cours des dernières années, il y a des choses qu'on a faites qui n'étaient pas tout à fait habiles, mais on avait au moins une volonté, il y avait quelque chose en arrière, puis on prend des notes, puis on est dans l'écoute. Donc, je vais être ici beaucoup dans l'écoute aujourd'hui. D'accord. On va avoir vraiment envie de lui demander qu'est-ce qui était moins habile. On va pas oublier, je pense. Anglèche Mazar. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je veux dire que c'est un mélange des deux. J'aimerais te dire juste avec enthousiasme, mais c'est pas vrai. Je pense qu'il y a quelque chose du devoir. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, je me suis toujours dit, je me voyais pas à la télé, puis j'avais envie de me voir à la télé. J'avais envie de voir quelqu'un devant moi qui peut me représenter ou une partie de ce que je suis. Puis je me dis aujourd'hui que j'ai cette chance-là de pouvoir être moi-même sur scène et de représenter ma culture. Je me suis dit, je peux pas ne pas le faire. Faut que j'y aille. Ça, c'est le petit côté devoir. Exactement. Et l'enthousiasme, il est nourri par quoi? L'enthousiasme de me dire, on est enfin rendu là, puis aussi de me dire, je suis rendu là, aussi de pouvoir représenter, puis de le faire avec courage, puis d'arriver sur scène, puis d'être content de ce qu'on fait en ce moment, tu sais, vraiment. Ouais. Mireille? Mon Dieu, je vais répéter exactement tout ce qu'ont dit mes collègues avant, parce que justement, il y avait l'enthousiasme, il y avait le devoir, et j'ai dit, il faut être là. Il faut être présent et justement être capable de le dire. Le mot qu'avait utilisé Émilie en parlant dans l'inconfort, mais d'être capable de parler et le négatif et le positif. De dire, ah non, regarde, il y a ça qui se fait, tu n'as pas besoin d'en parler. Non, il faut en parler. Et j'aime beaucoup le mot représentativité. C'est vrai? Plus que diversité. Oui. Parce que je suis là depuis, regardez-moi, vieille, depuis plus de 50 ans. Alors, comme un des textes de Mani Solimanlou qui disait là, qu'il avait écrit avec moi, et qui disait depuis tout le temps que je suis là, c'est maintenant qu'on me voit et qu'on me place dans la diversité. Pour moi, c'est plus la représentativité de ce qui... Regardez la représentativité de cette salle. Alors, c'est ça qu'on voit à Montréal, c'est ça qu'on voit au Québec, et c'est ça, cette représentativité que j'apprécie de plus en plus à la télévision québécoise. Une nuance très, très, très intéressante. Et justement, ça m'amène à vous demander à quel moment vous avez vécu peut-être un genre de point tournant lié à la représentativité. Un moment qui a peut-être contribué à ce que vous êtes devenu, ce que vous êtes en train de devenir, où vous vous êtes dit, me voilà représenté, donc je peux le faire moi aussi. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça dans vos parcours? Peut-être Mireille a été un point tournant pour certaines jeunes comédiennes de la diversité. On va commencer peut-être avec Anglèche Mazar. Je dirais que pas nécessairement. Je pense que j'ai commencé à faire ce métier-là avec beaucoup de naïveté, dans le sens que même si je me voyais pas, je me suis juste dit, j'ai envie d'être comédien, je vais foncer et je vais le faire, puis c'est ça que j'ai envie de faire. Je dirais que le point tournant, c'est probablement quand j'ai joué King Dave. J'ai reçu ce texte-là, c'est un grand monologue que justement j'ai fait ici. Puis le texte au début est en québécois, donc je le jouais en québécois. Puis à un moment donné, on a réalisé que non, il faut que je rajoute de ma culture dans ce texte-là. Il faut que je joue avec ça. Puis c'était la première fois que je pouvais faire de l'art avec cette partie-là de moi, ce bagage culturel-là que j'utilisais jamais sur aucun plateau. Il n'y a aucun plateau où j'utilisais toute cette culture-là qui est en moi. Puis c'est la première fois que je pouvais le jouer, le montrer sur scène. Puis ça a vraiment été un moment où je me suis dit, non, c'est trop riche. Je suis pas juste québécois, je suis haïtien, je suis les deux, c'est un mélange des deux. Puis il faut que j'utilise ça, il faut que j'utilise complètement tout ça. Donc ça a vraiment été, King Dave, ça a vraiment été un point tournant. Vraiment pour ma carrière. C'était l'impression d'être soi-même en train de faire un genre de geste de représentativité. Exactement. À ce moment-là. Oui, totalement. Je comprends. Ouais. Émilie Nicolas, dans les médias, la capacité de te projeter dans les médias, est-ce que c'est venu, entre autres, grâce à une figure qui était représentative? C'est pas venu grâce à une figure. Ce qui est venu, c'est drôle, hein? C'est venu, il y avait des gens qui étaient là, mais je voyais aussi qu'il y avait certaines personnes qui étaient là tout en étant très isolées dans la place qu'ils prenaient. Ah.
et qu'elles n'arrivaient pas toujours à être dans des projets qui leur permettaient d'utiliser toute leur partie de leur identité dans leur travail. Ça a longtemps été ça. C'est qu'il y avait quelques personnes qui étaient à certains postes, mais que tu sentais qu'il y avait peut-être un peu 2-3 personnes devant la caméra, mais pas assez derrière pour que tu sentes que le projet au complet... Que ce soit intégré de manière organique à ce moment-là? OK. Et puis, moi, comme j'assume que j'ai un âge plus proche de celui d'English, où j'ai pas nécessairement grandi avec beaucoup de diversité à English, pardon, pas beaucoup grandi avec énormément de diversité, c'est venu me chercher d'abord comme militante, que j'étais comme, mon Dieu, il faudrait que ça change. Et puis, avant même d'être dans les médias, une des premières choses que j'ai fait, c'est essayer de participer avec des personnes à des campagnes pour faire augmenter la diversité dans les médias. Alors, avant même de jamais pouvoir me voir là-dedans. Et le moment, c'est fascinant. J'ai un bac, j'ai une maîtrise en littérature. La chose que j'ai toujours le plus aimé faire, c'est écrire. Et par ailleurs, j'ai une passion pour la chose politique, la chose sociale, et je me suis jamais imaginé que je pourrais faire de la chronique dans la vie. Jamais. Le moment où c'est venu, c'est quand Slav est arrivé. Donc, on parle de l'été 2018. Et là, j'ai eu un moment de... Ça fait plusieurs années déjà que je demande qu'il y ait de la diversité dans les médias. Plutôt que d'attendre après le Messie, peut-être que je pourrais faire... Prendre la parole. Oui, exactement. Et j'ai vu Marie-André Chouinard, qui était rédactrice en chef du Devoir depuis 2-3 semaines, venait juste d'arriver en poste. J'ai vu qu'elle a fait un éditorial sur cette question-là qui m'avait touchée. Et vraiment, là, j'ai... ce qu'on dit shoot for the stars, land on the stars. Là, j'ai vraiment comme envoyé un courriel à une femme que j'avais jamais rencontrée de ma vie. Bonjour, est-ce que je pourrais éventuellement être chroniqueuse? Voici mon CV, voici mon profil. Bravo. Et puis quelques mois plus tard, j'ai passé en entrevue, tout ça, et c'est comme ça que je suis devenue chroniqueuse au Devoir. C'est parce que à force de dire non mais là ça suffit, pourquoi est-ce qu'on est encore en train d'avoir ce débat-là? Il n'y a pas de chroniqueur noir à temps plein au Québec. Plutôt que de le demander, je me suis dit je peux peut-être en être une, puis il y en aura d'autres après aussi. On va sûrement revenir à Slav. Oui, Mireille, oui, j'allais dire à quel point... Si je peux ajouter quelque chose, c'est justement de prendre sa place. Oui. De dire, oui, moi aussi, je suis capable. Je fais partie d'ici. C'est un nous inclusif. Je suis partie de nous, alors je prends ma place. Ce que tu as fait, c'est exactement ça. Elle a écrit, elle ne sait pas qui. Et on ne t'a pas choisi parce que, oui, bien sûr, tu es noir, mais c'est juste là, comme ça, juste sur l'épiderme, mais j'écris. Mais si je lis Émilie, je ne vois pas que c'est une noire qui est en train d'écrire. C'est un être humain qui écrit, puis qui vit des choses, et puis qui prend sa position. Moi aussi, je suis très politique et féministe. Mais Mireille, je suis surprise de voir à quel point Émilie et English disent tous les deux, il n'y en avait pas beaucoup des exemples. Il n'y avait pas vraiment des gens sur qui je pouvais projeter cette idée que j'avais de faire ce travail-là. Alors, je me dis, mais pour vous, ça devait être encore plus inexistant. C'est justement de prendre sa place. J'ai dit, moi aussi, j'y ai droit. Puis c'est un métier auquel j'ai rêvé. Alors, j'ai dit, on va essayer. Et bien sûr, j'ai une formation d'orthopédagogue, intervenante psychosociale. Quand j'allais voir un réalisateur, j'ai dit, je ne viens pas quémander. Je viens parce que je peux faire telle chose et je sais que j'ai la capacité de le faire. Mais ce que j'entends, c'est que le métier, disons, permettait d'avoir cette espèce d'assurance, de dire je gagne ma vie de toute façon, tout à fait. Je propose mes services parce que je sais que j'ai quelque chose à offrir. Tout à fait. Mais on s'entend que dans le meilleur des mondes, les artistes ont le droit d'espérer vivre de leur métier. De leur métier, tout à fait. Bon, cela dit, il y a beaucoup d'artistes... Il y a beaucoup qui ne vivent pas. Oui, c'est ça. Peu importe leur origine, il faut le dire. Là, leur origine et tout ça. Qui font toutes sortes de métiers. Tu sais, pour rajouter à Mireille, je me suis toujours dit aussi que je voulais faire ce métier-là avec beaucoup d'humilité. Tu sais, oui, de prendre sa place, mais l'humilité, c'est quelque chose de très, très important pour moi parce que il y en a tellement, on n'est tellement pas beaucoup que je me suis dit, j'ai pas envie que quand un jeune regarde la télé, me voit, se dit « Ah, ben oui, mais lui, il est différent. Ah, lui, c'est autre chose. » Non, non, on est pareil. Tu ne voulais pas être le David Saint-Jacques, astronaute, médecin... Non, pas du tout. Je voulais vraiment... C'est pour ça que je me suis toujours dit de faire ce métier-là avec humilité pour que ces jeunes-là, quand ils me voient, ils se disent « OK, mais lui, il l'a fait, moi, je peux le faire aussi. » De se servir de carburant, en fait. OK. Jusqu'à quel point il faut rester humble? Moi, je me rappelle, quand tu as joué King Dave... j'ai même pris une note ici, je vais la retrouver. Tu avais dit quelque chose du genre...
j'ai été choisie. Des shows de théâtre pas bons, il y en a beaucoup, puis c'est pas grave. Mais moi, si moi, je choquais, les gens auraient dit « Ah ben oui, mais c'est pour ça. » Donc, faut pas rester complètement humble. Il faut dire « Hey, je vais être bon. » Il faut vraiment... Pour franchir une réflexion comme celle-là, il faut, à un moment donné, être très déterminé puis dire « Je sais que je peux être bon là-dedans. » Oui, puis je pense que tu peux être humble en pensant comme ça. Je pense que le plus important, c'est de savoir qui tu es et qu'est-ce que tu peux faire. Et même les choses que tu n'arrives pas à faire, mais tu fonces quand même, c'est d'avoir cette espèce de confiance-là. Après ça, quand tu arrives sur scène, tu sers l'œuvre, tout simplement. Oui. Je pense que c'est vraiment ça le plus important. Mais oui, je pense que oui, il faut être humble, mais il faut beaucoup d'humilité. Je pense un mélange de tout ça. On peut pas... il y a quelque chose de... On peut pas fragmenter tout ça. Tout se passe en même temps. C'est ça que des fois qu'on... Il faut avoir une assurance et une humilité. Il faut avoir les deux. Exactement. Il faut jongler avec ça de temps en temps, parce que sinon, on peut pas être une chose seulement. On est multiple dans la vie, puis c'est pas pour rien. Puis il faut utiliser tout ça, je pense. Ouais. David Lorrain, j'ai envie de te poser la question un tout petit peu différemment. J'ai demandé aux autres, est-ce qu'il y a eu un point tournant, un moment où vous vous êtes identifié, projeté? Dans ton cas à toi, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ben, sapristi, ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose? En fait, les yeux m'ont vraiment ouvert quand j'ai commencé à aller voir du théâtre ailleurs qu'au Québec. Quand je suis sorti de l'école de théâtre, donc autour de 2005, 6, 7, j'allais souvent à New York voir des spectacles. Puis il y a une compagnie avec Jean-Simon Traversy, qui est mon co-directeur chez Duceppe, qu'on s'est mis à adorer. Les propositions étaient tellement différentes que ce qu'on voyait ailleurs. C'était pas dans le théâtre américain comme on le connaissait, de Mamet, de Tennessee Williams. On était dans quelque chose d'autre qui était très ouvert sur le monde. Puis c'est une compagnie qui s'appelait Labyrinth Theatre Company. Et on s'est mis à adorer cette compagnie, à vouloir même l'infiltrer. Il y avait beaucoup de diversité, là, je reviens à ça dans cette compagnie-là, mais dans les postes de pouvoir. Donc, il y avait autant des acteurs, des metteurs en scène, des auteurs afro-descendants que d'origine espagnole, tout ça. Puis c'était à l'image de New York. Puis on se disait, Montréal est tellement multiculturel, comment ça se fait qu'on n'a pas ces compagnies de théâtre-là, avec cette représentativité-là à l'intérieur de ces compagnies-là, dans des postes de pouvoir? Parce que oui, on a des acteurs de couleur, puis tout ça, mais on était en 2005, mais il y avait vraiment un manque. Puis on s'est mis à suivre beaucoup cette compagnie-là. J'ai même été bénévole pour cette compagnie-là à un certain point. Bon? On a fondé notre compagnie de théâtre avec Jean-Simon ensuite en 2012. On a appelé Lab 87, puis c'était vraiment un clin d'œil à Labyrinth Theatre Company à New York. Donc on a voulu amener ça tranquillement, mais on est deux hommes blancs aussi. Donc, c'est ça que j'allais te demander. Vous n'avez pas eu l'idée de vous trouver un troisième partenaire plus coloré? Bien, on s'est dit, on va faire ça, on va faire ça tranquillement. Puis ça a été rapide. On est arrivé chez Duceppe assez rapidement. On avait 31 et 33 ans. Donc, quand on est arrivé chez Duceppe, on s'est dit, ça y est, là, on a la possibilité de faire ça, puis de donner à cette compagnie-là cette couleur-là qu'on ne retrouve pas encore au Québec. OK. Mais cette question, Émilie, j'ai envie de te la poser. D'occuper, je te voyais hocher de la tête quand David parlait de ça, occuper les autres postes aussi, l'arrière-scène, les postes de pouvoir, les clés, les directions. Jusqu'à quel point, à un moment donné, ça devient incontournable et jusqu'à quel point on a commencé à voir ça? En fait, les gens qui sont dans l'industrie directement vont pouvoir en parler aussi, mais je pense que... Mais ça peut s'étendre aux médias, qui est un domaine que tu connais mieux. Oui, je pense qu'il y a eu une première réalisation, une première onde de choc, certainement pas la première, mais il y a eu une onde de choc importante dans les médias et le milieu de la culture québécois après Slave. Dans les médias, ça a donné un débat très déchirant, mais dans l'arrière-scène, dans les acteurs du milieu, ça a donné des réflexions. Et le deuxième moment qui a été important, c'est vraiment après la mort de George Floyd, où là... Donc, 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, où il a commencé au niveau fédéral, surtout à avoir, par exemple, des fonds dédiés maintenant pour les producteurs. Il y a comme certains critères qui ont changé au niveau des conseils des arts, etc., qui permettent un peu plus des bourses ciblées. Après, il reste du travail à faire, mais il y a une réflexion qui s'est faite dans les dernières années sur l'arrière-scène qui n'était pas nécessairement là de la même manière. Avant, où il y avait de la résistance, où il y avait aussi... Tu sais, par exemple, j'entends... puis je ne veux pas projeter des choses sur ce que tu disais, mais quand tu parlais de... En fait, je ne peux pas me planter.
C'est aussi que quand on n'est pas beaucoup, il y a une pression de réussir parce que quand on réussit pas, c'est pas juste un échec personnel, c'est un échec pour le groupe au grand complet. Le groupe. Et ça vient... Donc, il y a cette pression-là aussi qui est mise sur les gens qui permet aussi à certaines personnes par la suite de se donner des excuses pour pas trop faire d'efforts, pour aller faire du recrutement. Comme si on n'a pas le droit à l'erreur. Non, David, ça, est-ce que ça vaut un peu pour quand on est producteur, quand on est créateur de spectacle? Oh oui, mais tu sais, moi, mon plus grand moment comme directeur artistique chez Duceppe, je suis certain quand je vais me retirer, ça va rester le plus grand moment. Puis ça a été celui qui m'a ouvert le plus les yeux, c'est le soir de la première de Héritage. Héritage, on va juste rappeler, qui était la première production au Québec, probablement, dans une salle importante là, qui avait une distribution entièrement afrodescendante. Exact. Ce soir-là, j'étais conscient qu'on était en train de faire quelque chose. Mais quand j'ai vu les acteurs sortir, moi, j'étais dans la coulisse à Jardin, quand j'ai vu Frédéric Pierre sortir, tomber sur ses genoux, j'ai compris à quel point... Oui. Non, à la fin du show. À la fin du show, j'ai compris à quel point vous mettiez une pression monumentale pour que ce soit bon. Puis qu'on dise pas, voici un show avec des Noirs, puis ils ont réussi. Non, on veut que les gens fassent « wow » et en redemandent. Et j'étais pas conscient à quel point vous mettiez cette pression-là. Et ça a été pour moi extrêmement révélateur. Ça m'a donné, j'y repense, puis j'ai encore beaucoup d'émotions. Mireille était de la distribution de Héritage. Là, parce que nous sommes tombés les deux, Frédéric et moi, il faisait mon fils. En plus, le poster de l'affiche de la pièce, c'est nous deux. Frédéric, ça s'appelle Porter le spectacle. Porter le spectacle. Et quand tu parlais de point tournant, cette pièce que j'aurais jamais pensé, mais je rêvais, parce que je l'avais vue en anglais, puis je me voyais dedans, dans le rôle de maman. Puis quand on a fini la première, surtout la première médiatique, nous sommes sortis, on a dit, on l'a fait. Puis là, c'était les larmes et tout ça, c'était tout. Je dis, le public ne voit pas ça, mais nous l'avons vécu. Je sais que David et Jean-Simon l'a vécu aussi avec nous. Ça a été vraiment très, très fort. Et puis, ça a été vraiment... On voulait parler d'autres choses, mais parler d'héritage, ça a été vraiment un point tournant. Et puis là, c'était vraiment une force. J'ai dit, bon, voilà, le théâtre Jean Duceppe a mis ça devant tout le monde. Et je sais que donc, il a ouvert la porte. Ils ont ouvert la porte pour d'autres théâtres. Et le plus important, c'est que le théâtre Jean Duceppe continue de le faire de différentes manières. Est-ce qu'on vient de franchir une autre étape, avec une série comme La Caille-nous? Qui ici a regardé des épisodes de La Caille-nous? C'est-tu assez bon? Hein? Par applaudissement, là, c'est vraiment... J'ajoute mes applaudissements. Formidable série, entièrement créée et portée... Bon, il y a le nom de François Havard qui est là, mais qui est un petit peu comme un accessoire. Il est là quand même. Il est script-éditeur, mais les auteurs, la distribution, l'équipe technique, l'équipe de réalisation, jusqu'à la maquilleuse, Catherine Souffron en a parlé, à Tout le monde en parle. Ça, est-ce que c'est une étape importante pour vous? J'ai envie, même si tu n'es pas de la distribution anglaise, j'ai envie de te poser la question. Je pense que oui, vraiment. Puis moi, personnellement, je veux dire, j'ai pas besoin nécessairement énormément de soins pour mes cheveux, mais quand j'arrive sur un plateau, je les fais avant. Je ne veux pas arriver sur un plateau puis me laisser jouer dans les cheveux. Il y a quelque chose qui... J'aimerais ça arriver le matin comme tout le monde, puis on s'occupe de moi. Donc, c'est le fun aussi. Puis j'entendais l'entrevue, puis je me disais, c'est fou. Hein? C'est fou ce truc-là qu'on ne dit pas. Puis on fait juste l'assumer, puis prendre cette espèce de pression-là. Puis ça fait partie de toute la pression, on en parlait tantôt, là. Tout ce qui est sur nos épaules, mais on n'en parle pas. Des fois, on n'arrive même pas à le verbaliser, mais c'est là, c'est constamment là, tu sais. Puis pour revenir à ce que tu disais, moi-même sur King Dave, j'avais fait un monologue, puis pendant une répétition, à un moment donné, je brise, j'arrive pas à continuer, puis je me mets à pleurer, puis mon metteur en scène, Christian Fortin, il me dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Je lui dis « Non, c'est correct, ça va aller, c'est correct. » Je vais aux toilettes, je reviens. Il me dit « Non, faut que tu me dises qu'est-ce qui se passe. » Puis je lui dis « Hey, aller voir un show de théâtre qui est pas bon, c'est pas grave. Mais si ma communauté vient voir le show et ils aiment pas ça,
je peux pas accepter ça. Puis il me dit, regarde, tu peux pas monter sur scène avec cette pression-là. Ça sera jamais un carburant. Tu peux pas jouer ça. Ça se joue pas, en fait. C'est un truc qu'il faut que tu t'enlèves sur les épaules. Donc, quand je vois des productions comme La Kainu, je me dis, OK, ça permet justement d'enlever cette espèce de pression-là tranquillement sur nos épaules. Ouais. Vraiment. D'accord. Fait que je suis vraiment, un gros bravo, vraiment. Il y a bien sûr, la représentativité. Je pense qu'il n'y a personne ici qui va dire qu'elle n'a pas augmenté. Elle l'a augmenté. Là. Je le tiens un peu pour acquis. Ça peut aller plus loin. Ça peut prendre d'autres formes. Ça peut joindre d'autres secteurs. Ça peut, bien sûr, ça peut continuer. Il faudrait que la représentativité soit partout, dans tous les milieux et à toutes les échelles. Émilie, Nicolas, j'ai envie de te demander, en général, comment en ce moment, tu évalues l'accueil de l'ensemble de la population à cette représentativité-là? Est-ce que l'accueil te semble plutôt bon? Est-ce qu'il y a des réactions qui sont adverses? Ça dépend sur quoi. Je veux dire, avant de répondre à la question, je vais juste prendre le temps de nommer quelque chose sur quand on parle de la représentativité dans les médias ou même dans les arts et de la culture. Je pense que c'est important de dire qu'on parle de la représentativité dans les médias, disons, les grands médias francophones ou les grandes institutions culturelles francophones. Mireille a beaucoup travaillé avec le Black Theatre Workshop, qui est là depuis longtemps. Il y a dans le milieu communautaire, les médias, je veux dire, c'est pas nouveau, la radio, des Haïtiens à la radio. Les Haïtiens contrôlent la radio communautaire, la génération de mes parents. Par contre, ce qui s'est passé longtemps, c'est qu'il y avait pas un réflexe dans les grandes institutions médiatiques avec des subventions, d'aller voir les journalistes qui font de l'excellent journalisme du côté communautaire comme des talents pour recruter. Puis après ça, on se dit, mais on n'en trouve pas, il n'y a pas de talent, on ne sait pas où aller chercher ces gens-là. Ces gens-là étaient là depuis des décennies, des gens qui ont quitté des pays, des gens qui sont devenus des réfugiés politiques parce qu'ils faisaient du journalisme politique excellent. Et souvent, c'est parce qu'on ne voulait pas avoir certains accents en ondes que ces gens-là n'étaient pas en ondes. Mais ces gens-là font du journalisme extraordinaire à Montréal depuis longtemps. Ces gens-là font de l'art, de la culture extraordinaire depuis longtemps. En danse, il y a des troupes de danse à Montréal qui sont là depuis longtemps. Et souvent, ce qui s'est passé, c'est que puisque ça ne rentrait pas dans les catégories de financement eurocentré il y a eu des trous au niveau de la capacité de ces organismes-là à grandir, à avoir accès à un plus grand public. Donc, je vais juste prendre le temps de nommer ça, parce que quand on parle de la représentativité, c'est comme si on disait qu'il n'y avait rien. Mais alors, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, puis je pense que c'est important de ne pas les invisibiliser dans la manière dont on parle, puis de leur rendre hommage. Ceci dit, la question maintenant... la question... c'était quoi la question? La question... Comment tu évalues l'accueil qui est fait à cette représentativité augmentée? Et là, à cause de tout ce que tu viens de dire, je vais dire, disons, dans les grands médias, disons, plus traditionnels de l'univers francophone canadien. Je pense que dans le milieu de la culture, le problème, c'est jamais la population. Le problème, c'est ce que les diffuseurs pensent que ce que la population peut entendre ou écouter. Les diffuseurs qui sont à Montréal, et on va se le dire, surtout en télévision, les gens qui écoutent la télévision qui sont en région. Ce qui se passe, qui fait bloquer énormément de projets, c'est ce que les élites culturelles montréalaises pensent des gens en région et de leur capacité, oui ou non, à se voir et à voir l'humain, l'universel, dans des réalités qui ne sont pas les leurs et dans des visages, des têtes d'affiches qui ne leur ressemblent pas. Ce qui fait ralentir le groupe, ce n'est pas les gens en région, ce n'est pas la population, c'est ce qu'on s'imagine, et dans le milieu, que la madame à Terrebonne pense. Pas ce que la madame à Terrebonne pense, ce qu'on s'imagine que la madame à Terrebonne pense, ce qu'on s'imagine que la madame à Terrebonne veut voir, c'est ça qui fait bloquer les choses, pas les gens. Moi, je fais du travail de terrain, je fais des conférences avec les gens, surtout avec le milieu syndical, des gens de tous les métiers, tous les niveaux de scolarité, il n'y en a pas de problème. Le problème, c'est quand les gens ne connaissent pas ce qui se passe à l'extérieur de Montréal. Et moi, je viens de Lévis. Et donc, je suis comme la communauté haïtienne de Chaudière-Appalaches. Ce qu'elle a à dire, c'est qu'on existe et que les gens de Chaudière-Appalaches sont capables de voir des Haïtiens. Oui. Et la deuxième chose, je pense, qui est importante de dire, c'est que, par contre, lorsque le propos sort du divertissement,
et qu'on est dans le politique, comme c'est mon cas, et qu'on a le type de parole que je prends souvent dans l'espace public comme je le prends, c'est sûr que lorsqu'on commence à parler d'enjeux de société, il y a encore des réflexes, notamment sur les médias sociaux et ailleurs, qui sont très, très difficiles. Il y a énormément de violences qui sont dirigées envers les personnes qui tiennent des propos qui sont inconfortables et qui, pourtant, ont fait avancer l'industrie. Il y a eu un grand backlash contre les personnes qui ont pris la parole dans le débat sur Slav et on ne serait pas là aujourd'hui, personne, si ce n'était pas de ces gens-là, notamment. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, et c'est pour ça que j'ai commencé par dire il faut se pratiquer, faire l'exercice tout le monde ensemble, d'être confortable avec l'inconfort ou d'être à l'aise avec les malaises. Et tant qu'en société, on ne travaillera pas là-dessus, tant que les personnes qui nomment des tabous, des conversations qu'on a besoin d'avoir comme société, vont devenir les boucs émissaires ou les paratonnerres ou recevoir de la violence qui ne leur sont pas dues, alors que finalement, une fois qu'on s'est défoulé sur eux, on prend le temps de dormir là-dessus, puis il n'y avait peut-être pas tort. Intéressant. Donc, il y a... Ce que j'entends, entre autres, c'est que en ce moment... Excusez, j'ai parlé beaucoup. C'est pas grave. Mais c'était très bien. On en revient à cette idée de préjugés dans tout le début de ce que tu disais. Imaginez ce qu'un certain public va penser de. David, est-ce que, comme co-directeur artistique, est-ce que vous avez fait cet exercice-là? J'imagine que vous étiez prêt à passer bien au-delà de ça, justement à parier sur l'ouverture, mais est-ce que, par exemple, il y a des commanditaires qui vous ont dit, bien là, le public de DUCEP aimera pas ça, il n'y a pas de vedette connue. Est-ce que tout ça a existé? Oui. C'est pas une majorité de commanditaires, c'est pas une majorité de spectateurs non plus. Mais oui, ça peut arriver quand on programme de se faire remettre en question. Je pense que Émilie l'a bien nommé, d'un point de vue de programmeur, le plus grand danger, c'est de présumer de ce que les gens veulent voir, lire, entendre. Ça réagit jamais comme on pense que ça va réagir. On est toujours agréablement surpris. Juste d'un point de vue, par exemple, chez DUCEP, un des trucs qu'on voulait faire dès le départ quand on est arrivé il y a 7 ans, c'était d'enlever un petit peu le culte de la vedette. Donc, de mettre toujours de l'avant une vedette de la télévision pour attirer des gens qui vont s'intéresser au théâtre. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va mettre de l'avant le texte, l'histoire, puis peu importe qui est là, on va mettre des acteurs professionnels, non professionnels, on va raconter une bonne histoire. Puis ça a été remis en question beaucoup. Puis ça fonctionne. Donc, on a des shows sur lesquels, sur l'affiche, par exemple, on a un acteur que les gens ne savent pas c'est qui est un acteur qui ne fait pas de télévision. Je comprends qu'Anglèche ne retournerait pas jouer à Jean Duceppe maintenant, au théâtre Duceppe maintenant, parce qu'il est trop connu par la télé. Désolé, Anglèche. Je sais, c'est terminé. C'est terminé pour Duceppe. Non, mais sans des racines, par contre. Mais sans blague, j'aimerais juste qu'on ouvre une mini-fenêtre parce que tu as évoqué les auditions publiques. Ça, c'est un moyen que vous avez pris très, très, très concret, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? Qu'est-ce que c'est, cette initiative-là? Bien, encore là, je reviens à ce qui se fait à travers le monde. On ne comprenait pas, Jean-Simon et moi, pourquoi, en tant qu'acteur, parce qu'on a une formation d'acteur, on n'était pas appelé à auditionner jamais ou très, très rarement au Québec, alors qu'à l'étranger, nos amis qui sont acteurs aux États-Unis, en Angleterre, en France, auditionnent à toutes les semaines, régulièrement. Ça fait partie du métier et ici, beaucoup moins. Donc, ça faisait partie des choses qu'on voulait faire. On veut comme briser cette affaire-là où les metteurs en scène engagent juste leurs amis, puis tu vois toujours les mêmes acteurs, puis tu vois toujours les mêmes... On voulait comme briser cette chose-là, donc on a fait ce qu'on voyait un petit peu à l'étranger, des auditions ouvertes. Et la première année qu'on a ouvert des auditions, on a dit tout acteur professionnel, même non professionnel, peut soumettre sa candidature, puis nous, on va faire une sélection, on va en prendre une 60aine, puis on va vous voir pendant toute une journée. On a reçu plus de 1000 CV. La première, c'est pratiquement 1/10 de l'Union des artistes. Là. Et j'ai envie de te demander, est-ce que ces 1000 CV-là portaient une certaine représentativité? Est-ce qu'il y avait, on évalue que c'est à peu près 22 % de la population au Québec qui peut être associé à ce qu'on appelle la diversité. Est-ce qu'il y avait une représentativité? Énorme. Oui? Oui. Puis on avait une représentativité de gens qu'on connaît parce qu'ils ont transité par des écoles de théâtre, mais une représentativité d'acteurs qui viennent de Bulgarie, qui viennent de pays, d'Hongrie, qui ont fait des écoles professionnelles là-bas, qui ont émigré ici, puis qui sont complètement invisibilisés parce qu'ils n'ont pas suivi le système traditionnel, puis qu'on voyait
Et on capotait de voir ces acteurs-là si forts, mais qu'on ne voit pas nulle part parce que, justement, les gens ne les connaissent pas. Après ça, c'est de trouver le bon véhicule, le bon show pour mettre ces gens-là de l'avant. Puis c'est un petit peu le travail qu'on aime faire, en fait. Et vous l'avez fait. Dans combien de cas? Il y a eu quand même des cas où tu peux dire qu'il y a des gens qui ont été retenus des auditions générales pour des productions? 21 jusqu'à maintenant. Quand même, hein? Acteurs qui ont passé via les auditions générales, qui ont été recrutés dans nos saisons. On a fait 5 auditions générales. Là, ça a été arrêté pendant la pandémie. Oui. Donc, sur les 5 fois, on a eu, 21 candidats qui ont été recrutés puis qui ont été dans des spectacles, c'est ça, de la saison. Donc, quand même. Ouais. Mireille, qui est dans le métier depuis plus longtemps que les autres. Donc, plus vieille, c'est ça? Ben non, juste J'assume. plus expérimentée, Plus Mireille. Plus expérimentée. Sujet délicat mais important. Comment avez-vous vu évoluer la fameuse question de la... Je vais employer le mot en anglais parce que je ne me rappelle pas s'il y a un équivalent français de la tokenisation. C'est-à-dire, tout à l'heure, David a évoqué le fait que depuis quelques années, pour certains programmes de subvention, il y a des coches. Il faut cocher des cases. En termes justement de représentativité et tout. Et alors, la question, c'est est-ce qu'on coche la case avec enthousiasme, avec appétit, ou on la coche en roulant les yeux au ciel, puis juste comme une coche sur une case? Comment vous avez vu cette évolution-là? Cette évolution, déjà, les écoles de théâtre qui acceptent d'autres personnes, autres que caucasiens, peuvent fréquenter cette école. Parce que moi, dans mon temps, on m'avait dit, quand je voulais me renseigner, du côté français, on m'avait dit d'aller du côté anglais. À l'École nationale? Parce qu'il n'y a même pas de travail pour les Québécois blancs, imagine-toi. Aïe, Okay? aïe. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait en fait ma formation, je veux dire, sur le tas, avec le Black Theatre Workshop, qui est très représentatif du côté anglais, bien sûr. Moi, mais mon travail que je faisais au Black Theatre Workshop, je voulais travailler en français. Moi, je travaille en français. L'anglais ne me dérange pas, mais moi, mon travail, je veux le faire en français. Et c'est comme ça que... Mais pour revenir à la question, l'ouverture, effectivement, l'ouverture des écoles qui acceptent les autres et de voir aussi ces jeunes actrices, acteurs qui ne pensent pas, parce que des fois les gens voient que je vais à la télé, c'est se voir à la télé, mais qu'on peut faire autre chose aussi. Il n'y a pas seulement le devant de la caméra, mais qu'il y a aussi l'arrière. Mais Mireille, ce que j'entends, je ne sais pas si je me trompe, c'est les écoles ont un peu été forcées de le faire, mais ça a été bénéfique. Entre autres, l'École nationale du Canada, les conservatoires, il y a eu une pression un peu qui a été mise. Je crois que ça a aidé. Mais je ne veux pas que ce soit un quota non plus. Mais là, maintenant, pour moi, ce n'est plus une question de quota. Il rentre. Est-ce que ce n'est plus, mais est-ce que c'est une étape nécessaire dans certains changements? Puis est-ce qu'il faut passer par là? J'ai envie d'entendre là-dessus Émilie, puis Anne-Lèche aussi. À mon avis, ça ne devait plus être ça, puisque l'ouverture est faite, il faut qu'elle continue. D'accord. Est-ce que, Émilie, dans certains cas, justement, cette espèce d'obligation du formulaire de la demande de subvention, oui, c'est une bonne chose? Moi, je parlais moins du côté des demandes de subvention, mais plus du côté du journalisme. Sur la question de la tokenisation, je pense que ce qui se passe dans le journalisme et dans les médias de manière générale, c'est que il manque de ressources, il manque de temps, les gens sont à bout, comme partout, mais c'est particulièrement vrai dans les médias. Et donc, les recherchistes souvent vont vers les gens qui connaissent et qui savent qu'ils vont avoir le sens des communications et qu'ils sont bien bons en ondes. Et donc, il y a une tendance à rappeler les mêmes personnes. Ce qui s'est passé il y a quelques années, ce que moi j'ai remarqué il y a quelques années qui a commencé à changer, c'est qu'il y avait très peu de personnes noires en particulier, sur les équipes régulières des émissions. Mais qu'à un moment donné, il y avait des sujets qui venaient, puis qu'on avait un malaise d'en parler sans avoir certaines personnes noires à l'émission. Donc là, c'était drôle, parce que finalement, quand
c'est pas qu'on se connaît tous à la base, mais on finit par se connaître. Les gens qui sont ce que j'appelle avec de l'humour et de l'affection sur le bottin, un 800 noir. Là. Tu sais, c'est vraiment... Un 800 noir. Aïe, aïe. Il y a quelque chose qui, je sais pas, qui pète aux États-Unis. On a besoin de quelqu'un pour commenter. Puis là, il y a comme 4-5 personnes que s'il y en a un qui répond pas au téléphone, tu sais que ça va être l'autre, ça va être l'autre. Puis finalement, ça va être quelqu'un qui va y aller. Et je dis ça, tu sais, mon humour est un peu jaune, mais en fait, c'est... ou noir, mais ça, c'était la situation il y a quelques années, et ça, je pense que ça a changé. Ça, je pense que ça a changé parce qu'à un moment donné, il y a comme une réalisation que les gens sont capables de parler de tout. Et oui. Et que si on les embarque sur les équipes régulières des émissions, on n'est pas là à essayer de trouver des noirs le jour où il y a un sujet de noir. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récent, mais qui a fait progresser tranquillement, qui fait progresser tranquillement les équipes des compositions régulières des émissions dans les médias. Et c'est aussi quelque chose qui change l'expérience, notamment on parlait tout à l'heure de l'exposition à la violence. Si on est seulement appelé pour parler des sujets extrêmement sensibles, si tu me googles, tu vas juste me voir en train de parler de sujets sensibles. Et là, les gens dans la population peuvent se dire, mais mon Dieu, cette fille-là, elle fait juste... Elle est tout le temps super critique. Exactement. Elle fait des constats alarmistes. On peut fausser la réalité. Exactement. Ça finit par créer une perception. Ça finit par devenir plus dangereux, plus risqué pour les personnes de prendre la parole si on leur demande que de ne prendre la parole dans les terrains, dans les champs minés. Et là, quand on commence à donner la parole aux gens sur un ensemble de sujets, en tant qu'humains qui ont des choses à dire sur un ensemble de sujets, c'est beaucoup plus facile ensuite de venir parler de sujets qui sont plus sensibles. Et ça commence à changer. Ça commence à changer depuis quelques années. Il reste du chemin à faire, mais je vois que l'idée que c'est pas parce qu'on est des Noirs qu'on est là pour parler de sujets noirs, et d'être dans la case, là, c'est quelque chose qui commence à être plus faisable. Et ça fait que la génération qui était là avant moi avait tellement peur d'être dans la case que souvent, ils évitaient complètement ces sujets-là parce qu'ils se disaient, si j'en parle, on va me poser que ces questions-là. Alors que maintenant, ça commence à changer, ça aussi. Tout à fait, je vois le changement. Non, mais je me posais justement, dans la fiction, il y a le même dilemme, finalement. Il y a eu, pendant longtemps, des personnages qui étaient là parce qu'ils étaient noirs, puis le fait d'être noir était un problème ou une situation. Ça a changé, évidemment. Ça a changé. Moi, je peux de regretter mémoire Royal Marcoux, qui était venu au théâtre. Je le connaissais de nom comme réalisateur Radio-Canada. J'étais à la Licorne, et je ne me rappelle plus quel pièce je jouais. Et puis, je reçois une note 2 jours après qui m'écrit « Madame Métellus, voilà, telle chose. Le rôle est écrit pour un homme blanc. Mais est-ce que ça me dérangerait de le faire? Parce qu'il me voyait dans ce personnage, je faisais une cardiologue, Docteur Lamour. J'étais une cardiologue. Et le rôle a été changé. Je sais que j'ai enlevé un rôle à un homme blanc, mais c'est moi, en tant que femme blanche, qui avait pris. Et c'est Royal Marcoux qui m'avait vu au théâtre, qui l'a dit, bon, c'est elle. Voilà. Donc, il n'y avait pas une question de couleur là-dedans. Oui, voilà. Ça m'a fait vraiment plaisir. Il n'y avait aucune connotation, il n'y avait aucune phrase qui disait « Bon, la médecin noire va venir toucher à l'homme qui est là-bas. » Voilà. Ouais. C'était avec Hélène Loisel et... J'oublie l'autre. Anne Glèche, tout à l'heure, tu disais c'était formidable dans King Dave d'ajouter tout un bagage de ma culture haïtienne. Ouais. Est-ce que, d'un autre côté, jouer un médecin d'urgence, tout ce qu'il y a de plus québécois dans Stat, c'est pas aussi formidable, dans un sens? D'une autre façon, là, complètement. Bien sûr, parce que mon métier, c'est de jouer. Il faut que je sois au service de l'œuvre. Et puis, si je commence à vouloir absolument mettre tout le temps mon bagage culturel systématiquement dans chaque personnage, j'ai l'impression que je sors de l'œuvre. Ça veut dire que je prends quelque chose d'extérieur pour toujours systématiquement l'amener. Je pense pas que c'est ça. Je pense que faut que je sois au service du personnage que je dois jouer, tu sais. Puis, comme disait Mireille, je pense qu'il y a beaucoup d'évolution en ce moment. Mais encore aujourd'hui, tu sais, le syndrome d'imposteur, il est encore présent, puis des fois, on ne réalise pas à quel point. Des fois, il y a des mini-violences de genre, quand j'ai une audition, je regarde le rôle, le personnage, puis dans la description, c'est écrit « afro-descendant » ou « ils ont besoin d'un noir pour jouer ce rôle-là ». Donc, moi, quand j'arrive en audition, des fois, ça me passe dans la tête de « OK, je suis là parce que je suis noir ». Si j'ai le rôle, oui, j'ai le rôle parce que j'ai du talent, mais à la base, c'est parce que je suis noir. Puis il y a toujours ça qui
qui est toujours en arrière dans l'esprit. Tu sais, je me dis, c'est pas pour mon énergie nécessairement, c'est surtout pour ma couleur. Puis je me suis dit, je peux pas me battre contre ça. En fait, quand j'arrive en audition, il faut que je suis au service du personnage. Je raconte l'histoire. Il faut que je fasse fi de ce que les producteurs écrivent ou je sais pas qui écrit les descriptions. Tu sais, il faut faire fi de ça. Puis même quand j'arrive en audition puis que c'est pas écrit nécessairement qu'ils cherchent un noir, je me dis, est-ce que je suis... Puis que je sors de l'audition puis que je vois tous mes amis qui viennent passer l'audition, je me dis, OK, c'est juste parce qu'ils ont besoin d'un noir ou mais ils ont vraiment besoin de mon énergie à moi, tu sais. Fait que c'est confrontant des fois aussi là-dedans, tu sais. Oui, il y a du progrès, mais il manque des petites affaires il y a des petites affaires encore à ajuster maintenant. Tu dis que finalement, dans le meilleur des mondes, tu aimerais qu'il y ait plus d'auditions ou finalement, tu auditionnes pour un personnage puis que dans la salle d'attente, il y a autant de comédiens blancs que de comédiens afro-descendants. Parce que des fois, je vois des amis... C'est ça, des fois, je vois des amis dans la salle d'attente, puis ils sont noirs aussi, je les connais super bien, mais à un moment donné, je regarde, je vois Fayolle. J'ai aucunement l'énergie de Fayolle. On est complètement différents. Là. Comment ça, on passe la même audition? Ben, tu sais... Oui, cela dit, là, je vais me permettre de dire, David pourra dire aussi, des fois, dans un casting, on veut essayer différents types d'énergie dans un rôle quand même, non? Ouais. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais c'est sûr qu'il y a mais souvent... Ah oui, oui. C'est ça, mais moi j'aime tellement ça arriver puis de voir toutes sortes de couleurs puis d'énergie. Puis je me dis, OK. Ces gens-là sont là pour l'énergie. Tu sais, j'adore arriver puis sentir que j'ai passé une audition puis que quelqu'un, un blanc, l'a passé aussi. Oui. Vraiment, c'est gratifiant, je trouve. Ouais. Oui. Mireille, vous l'avez quelque chose? C'est exactement ça. Non, effectivement, c'est ça. Mais ça vous est arrivé, Mireille, d'être dans une salle puis qu'il y a des comédiennes blanches, des comédiennes noires pour le même rôle ou pas souvent? Maintenant, ils envoient, je reçois de plus en plus quand je dis de plus en plus, la façon que c'est écrit, toute ethnicité. Oh. Ça veut dire que ce n'est pas spécifique. Donc, on peut avoir une asiatique, une noire, une caucasienne et tout ça qui peut aller. Et puis, effectivement, ça va dépendre de l'énergie ou des fois parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Donc, alors, en fonction de l'énergie, ils vont choisir l'acteur ou l'actrice. J'aimerais qu'on termine avec un sujet où on va renverser un peu le miroir puis se demander... D'accord, représentativité de plus en plus sur nos scènes, sur nos écrans. Qu'en est-il du public? La diversité de la représentativité du public. Est-ce que, parmi les immenses pressions que vous vous mettez tous dans vos domaines respectifs, est-ce qu'il y a aussi, à un moment donné, ça qui embarque? Un peu, OK, maintenant on fait ça, mais il faut que le résultat, ce soit aussi que cette représentativité-là parle à des gens qui eux-mêmes sont représentatifs de la société. On va commencer avec David. Bien, ça fait partie, ça doit faire partie de la réflexion, c'est-à-dire que tu veux... Tu sais, on arrive chez Duceppe, on se dit, bon, il manque beaucoup de jeunes dans la salle, il manque de communautés culturelles dans la salle, pourquoi ils sont pas là? Puis la réponse, c'est, on s'adresse peu à eux, on s'adresse souvent pas du tout à eux. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient? Ils se reconnaissent pas dans ce qu'ils voient, tu sais. Donc, on a commencé, on a fait des tentatives, puis là, tout à coup, on a un show avec des jeunes, puis là, les jeunes sont dans la salle, puis tout à coup, on monte Héritage, puis tout à coup, on se rend compte que oui, il y a nos abonnés qui sont là habituels, mais je me rappelle quand on a ouvert la supplémentaire, c'était quelque chose. Puis on avait un public afrodescendant dans la salle qui réagissait à des endroits où jusqu'à maintenant, j'avais pas vu avec le public blanc omniprésent jusqu'à maintenant, depuis le début des représentations, il n'y avait pas de réaction à ces endroits-là. Ça a dû être extrêmement spécial pour vous, cette supplémentaire-là. Mais bref, le public est là, il attend juste qu'on s'adresse à lui. Moi, c'est d'un point de vue de programmation, c'est ce que j'essaie de garder en tête. Déjà, avec le nombre d'expériences que vous avez faites, ça commence à se confirmer. Ben oui, on le voit avec Chimérica aussi en ce moment. Tu sais, on fait déplacer des gens qui, tout à coup, ont l'impression que, on s'adresse à nous, on va venir voir qu'est-ce qui se passe. Puis, ultimement, l'objectif, c'est de faire en sorte que des gens aient envie de pratiquer ce métier-là, d'être envie d'y voir anglais, puis se disent, moi aussi, j'aimerais ça faire ça, tu sais, puis qu'on puisse compter sur un bassin d'artistes de toutes les communautés culturelles montréalaises qui soient hyper actifs, puis qui viennent ici après ça pratiquer leur métier. Quelque chose à ajouter pour les comédiens, d'être devant une salle où tout d'un coup, effectivement, il y a de la représentativité. Qu'est-ce que ça fait?
C'est vraiment enrichissant et même touchant. Je vois cette petite fille, on avait fait une représentation d'héritage un dimanche, et puis cette petite fille, 10 ans, sa prof l'avait emmenée voir la pièce. Et moi, je sors comme ça, justement, elle était tout près devant la salle Wilfrid Pelletier. Elle dit, maman, elle est là, voici, j'ai déjà mon métier, voilà ce que je vais faire comme cette madame. Et j'ai dit, tu vas travailler fort. Oui, je vais travailler fort, je travaille très, très bien à l'école, moi. Et c'est vrai, elle veut aller à l'École nationale de théâtre. Elle savait les choses, il y a 10 ans. Oui. Ouais. English? Mais c'est sûr, c'est super gratifiant, tu sais. Puis je reviens encore à King Dave, c'est tellement beau de voir ça dans la salle. Puis, tu sais, je fais du théâtre parce que je veux aller... C'est aller vers soi, mais c'est aussi aller vers l'autre. Tu sais, c'est cette espèce d'énergie-là qui est super belle. Puis je me rappelle des fois avoir fait des représentations où c'était juste des personnes blanches dans la salle, mais l'écoute de quelqu'un qui est devant toi, qui n'a pas la même culture, l'écoute est tellement précieuse. C'était merveilleux de les entendre et essayer de « OK, j'ai pas compris ce mot-là, c'est pas grave. » Complètement avec moi, complètement avec mon personnage. Je trouvais ça super beau. Puis c'est là qu'on réalise que, comme tu disais, Émilie, le public, il est d'une générosité. Le public, il veut juste se faire raconter une histoire. Le public est ouvert. Le public est ouvert. Comme vous qui êtes là, vous êtes ouvert, n'est-ce pas? Vous écoutez, vous apprenez. Alors, c'est le mot de la fin idéal, Mireille. Alors, Mireille Metellus, que vous pouvez en ce moment voir sur l'extra de tout.tv, mais ça sera bientôt donc en diffusion. Il y a la Caïnou, il y a la candidate aussi. Oui. 2 rôles de maman assez magnifiques. Une maman qui a un mari. Oui. Ce qui était rare dans nos productions. J'étais toujours monoparentale. Maintenant, j'ai quelqu'un et j'ai des enfants. Voilà. English Major, que vous pouvez voir dans Stat. Et pour l'instant, pas le temps de faire du théâtre en plus. Là. Ça reviendra. Oui, ça va venir. Ça reviendra. Ouais. David Lorrain, co-directeur artistique de la compagnie de théâtre du CEP, en résidence ici à Place des Arts. Émilie Nicolas, qu'on continue de lire dans Le Devoir et entendre sur Ici Première à tout un matin. Merci infiniment tous les 4. C'était formidable de vous entendre. Merci à toi. Merci Catherine. à vous, effectivement, d'être un beau public représentatif et chaleureux. Merci.